Histoire des Mandingues de l'Ouest. Djibril Tamsir Niane. Chapitre 7. La société gabunké au XVIIIe siècle. Une aristocratie guerrière bien disciplinée autour du Mansaba. Une classe marchande dure à la tâche, mais des campagnes que guettent le dépeuplement et la misère. Telle apparaît la société gabunké au milieu du XVIIIe siècle. La traite négrière, après avoir été source de prospérité, commence à apparaître comme une calamité pour les Gabunké qui, après avoir porté au loin la guerre pour faire des esclaves, connaissent les premiers signes de désunion. La traite a attiré tout à la fois les marchands musulmans et les pasteurs peuls dans le domaine gabunké. Les premiers, bien que de même groupe ethnique que les maîtres du pays, n'en sont pas moins différents parce que musulmans, vivent en villages séparés ou en quartiers distincts appelés Morokunda, ou village des musulmans. Les seconds pasteurs en perpétuel déplacement à la suite de leurs troupeaux commencent aussi à se fixer en villages séparés appelés Fulakunda. Ces deux groupes socio-professionnels vont peser de plus en plus dans l'histoire du Gabou. La noblesse au temps du Mansaba Biram Mansaté. Sous ce prince, nous avons déjà une idée de la vie de cour, décrite par le père Laba dans sa nouvelle relation de l'Afrique occidentale, parue en 1728. La noblesse gabunké, les Nyancho et les Koring formaient une aristocratie uniquement tournée vers la guerre. L'influence européenne était très nette à Kansala, comme dans la plupart des cours de la région, à l'époque de la traite. Vêtements, mobilier, pour l'essentiel, venaient de l'Europe. On imagine aisément Nyancho et Koring vêtus à la manière européenne, rappelant davantage les seigneurs français ou anglais que des princes soudanais. Une hiérarchie très stricte présidait à la vie de cour. Ici, c'est la tradition qui nous guide et nous éclaire. Le cercle des grands vivant à la cour est constitué par les Nyancho de la province d'origine du Mansaba, qui partagent la vie de palais. Les Koring vassaux de cette province assurent diverses fonctions ministérielles, vivent également à la cour. Le Mansaba pensionnait tous ses courtisans. À lui incombait la charge de leur fournir des chevaux, des habits de parade et une pension ou source de revenus qui pouvait consister en commandement militaire ou en dons réguliers d'argent ou d'esclaves. De ce que nous savons de la cour du Mansaba Biram, on peut dire que le souverain ayant grand revenu grâce aux produits des ventes des esclaves et aux diverses taxes prélevées sur les traitants et les djoulas, pouvait doter ses courtisans et fonctionnaires de très substantielles pensions. Le sens de la discipline et le respect, voire la vénération portée au grand Mansaba, grand Nyancho, incarnation des génies du Gabou, font partie des qualités majeures du noble. Comme on le sait déjà, la croyance populaire voulait que les Nyancho ou fils de génie fussent dotés de qualités et de pouvoirs qu'on ne rencontrait pas chez les communs des Gabunké. Et ces qualités et pouvoirs étaient transmis seulement par les femmes Nyancho. La raison d'être du Nyancho, c'est la bravoure. Guerrier impavide,
Il ne doit à aucun moment manifester de signes de faiblesse. Le Nyancho n'a pas peur de la mort. Il est prêt à mourir pour défendre le Gabo, dont il est le gardien. Il préfère la mort à l'esclavage. Aussi le suicide est-il pratique courante chez les Nyancho. Il ne supporte ni le déshonneur ni l'asservissement. On croit qu'une force surnaturelle protège le Nyancho et que c'est grâce à cette force qu'il échappe au danger. La garde personnelle du Mansaba est constituée par les Nyancho de sa province, mais les hautes fonctions, percepteurs d'impôts, messagers royaux, chefs de milices de province, étaient l'apanage des vassaux Koring et Mansaring. Le Nyancho se fait remarquer par son maintien. Il est taciturne, il affecte une grande indifférence à tout ce qui attire l'attention du commun. Il ne rit jamais bruyamment. On imagine la cour du Mansaba guindée, protocolaire à l'excès. Le Nyancho ne trouve de plaisir qu'à la guerre. Il aime cependant être entouré de griots, de choristes pour entendre ses louanges ou la geste de ses ancêtres. Tout Nyancho se fait honneur d'entretenir au moins un, sinon plusieurs griots. Il va au lit, son griot le berce jusqu'à ce qu'il s'endorme. À son réveil, le griot est là, qui joue de la kora ou du balafon. Au temps du Mansaba Biram, chaque Nyancho vivant à la cour avait son griot, son palefrenier et des gens de suite, généralement des Koring. Les revues d'armes avaient lieu tous les ans après la fête de moisson. Cette fête était occasion de cavalcades, chauveries, de simulacres de combat et de fantasia. Les concerts de kora, les soirées de balafon et les veillées ponctuaient la vie d'oisiveté des Nyancho. Bien que les textes soient silencieux sur la question, il est probable que le Mansaba a eu des armuriers et des instructeurs européens. On est en droit de supposer, du moins à cette époque d'apogée, que le Mansaba a pu avoir des conseillers militaires blancs. Des Nyancho qui vivaient aussi à la campagne, ils venaient à Kansala aux assemblées convoquées par le Mansaba. C'est le lieu de dire que les femmes Nyancho qui constituaient la semence précieuse étaient recensées et leur nombre connu. Anciens griots et Nyancho les localisaient parfaitement. Elles étaient suivies dans leurs déplacements et étaient l'objet d'une grande vénération. Il faut souligner surtout qu'elles jouissaient d'une grande liberté, voire d'une grande liberté sexuelle. La femme Nyancho choisissait librement son partenaire. Elle choisissait généralement un prince. Le mariage dépendait de son consentement. Elle changeait de partenaire dès qu'elle se lassait de la vie commune. Elle était l'objet d'une cour assidue de la part des chefs. Il est à noter aussi que très souvent la vie commune était sanctionnée par un mariage, mais la Nyancho pouvait à tout moment briser ce lien. Étant sœur de prince, la plupart du temps donc mère de futurs rois, elle recevait beaucoup de présents. Le roi portait plus d'attention à sa sœur dont les enfants étaient ses héritiers qu'à ses propres épouses non Nyancho. Les litiges étaient fréquents entre les héritiers légitimes, les neveux et les fils du prince lorsque la mère de ces derniers était une Nyancho. Mais la règle générale était que le neveu héritait du pouvoir. Les Nyancho avaient naturellement tendance à se réserver les femmes Nyancho, mais celles-ci ont toujours su jouir de leur liberté que la coutume leur accordait. Vers 1845, Famara Mane, un Nyancho de Sama Nyanchori, donna sa fille Nyancho en mariage à Ngaleng Sonko, un Koring. Celui-ci en tira grand orgueil car c'était la première fois qu'un Nyancho donnait sa fille en mariage à un Koring.
Ainsi donc, les Nyancho tendaient à former une classe fermée, mais cette tendance était entravée par la liberté dont jouissaient les femmes Nyancho. Il n'est pas vain de signaler que le père du dernier grand Nyancho, Janké Wali, était un forgeron. Il n'est pas vain de signaler que le père du dernier grand Nyancho, Janké Wali, était un forgeron. Au XVIIIe siècle, le code moral des Nyancho était donc très strict. Ces derniers constituaient la force vive de l'Empire. À cette période d'apogée, ils assument toutes les vertus que la croyance populaire plaçait en eux. Droiture, courage, sens élevé de l'honneur, soumission complète au Mansaba. L'ordre politique du Gabou. La constitution politique du Gabou présente une grande originalité. Mais comme partout en Sénégambie et même au Manding, elle repose sur la famille ou Dembaya, dont le chef Kéba siège au conseil des anciens du village dans toutes les assemblées des hommes libres. Plusieurs Dembaya groupés forment une communauté villageoise ou Saté. Au Mandé, l'unité politique de base est le loup. Des loups groupés forment un dougou ou Saté des Gabonké. Le village est une unité politique solide car s'il s'entoure d'une muraille Sansan, il devient un Kelo Sansan ou forteresse et se subordonne les villages ouverts des alentours. La province Djamana se constitue autour d'un Kelo Sansan. Les provinces du Gabou se sont formées autour des places fortes qui en devinrent les capitales. Kansala était à l'origine simplement la capitale du Propama, avant d'être la capitale de l'ensemble des provinces fédérées et rassemblées par les Nyancho. Chaque Kelo Sansang est gouverné par un chef militaire issu d'une famille locale, sauf exception, par un gouverneur nommé par Kansala. Mais le chef a autour de lui un conseil composé par les chefs de Kabilo, groupés en communautés à l'intérieur des murs. Berekolong, forteresse de la province de Sankola, était le Kelo Sansang d'un clan Sonko, comme Kabindu était la forteresse du clan Sané de la province de Pachana. Il est probable que, à l'origine, la province a été le domaine des clans issus d'un même ancêtre gravitant autour d'une place forte ou Kelo Sansang. Cette constitution de base est la même aussi bien dans les provinces malinké que dans les provinces périphériques des Béafada, des Nalo ou des Pajadinka. Le chef du Kelo Sansang réunissait 2 fois l'an son conseil pour discuter des problèmes de la province. Le conseil rassemblait non seulement les chefs de Kabilo, mais tous les hommes libres. La puissance d'un clan est fondée par l'importance numérique des hommes qui le composaient. Dans un village, le Kabilo le plus puissant est celui qui compte le plus d'hommes valides pour cultiver ou pour porter les armes, l'aristocratie du Gabou. Nyancho et Koring étant une aristocratie guerrière. Grâce aux guerres, certains clans se sont imposés et ont accru leur nombre en s'incorporant les vaincus. Les grandes familles détenaient le pouvoir économique et le pouvoir militaire. Au niveau national, les gouverneurs de forteresses se réunissaient en conseil à Kansala autour du Mansaba. Celui-ci les convoquait au moins une fois l'an pour débattre d'une question importante. Décider d'une guerre ou régler un conflit entre provinces. Ces conflits étaient d'autant plus fréquents que l'autonomie trop grande des provinces amenait le chef à vouloir agrandir son domaine, parfois au détriment d'un clan voisin. Dans les provinces, le gouverneur ou Mansa était élu par un conseil. La fonction n'était pas héréditaire, bien que ce haut fonctionnaire fût presque toujours choisi dans la même famille. Les principaux critères étaient la droiture, le sens aigu de l'honneur et la bravoure.
Janké Wali, le dernier roi de Kansala, était forgeron de son état quand le choix de ses pairs réunis l'éleva aux fonctions de Gabou Mansaba. L'unité nationale. Du clan au royaume, en passant par le Kelo Sansam et la province, le sentiment de l'unité nationale anime tous les Mandingues. Ce sentiment est fondé sur la langue et sur la religion. La religion du Gabou, fondée sur le culte du Djalang ou force naturelle, soutenait toute la vie sociale, politique et même économique. Cette religion essentiellement agraire comportait de nombreux lieux de culte. Le Gabou a ignoré la grande ville. Même Kansala, la capitale, n'était qu'un gros village, remarquable par ses fortifications. Les nobles et la guerre. La guerre, nous l'avons dit, était la raison d'être du Nyancho, car le pouvoir était légitimé par la force militaire. Tous les ans, après les cérémonies solennelles qui marquaient la fête des moissons présidée par le Mansaba, celui-ci convoquait une assemblée générale du Gabou. C'était la rencontre annuelle de tous les Mansa et Kantamansa du Gabou. Elle se situait généralement au mois de décembre, au moment du petit froid, de la savane ou harmattan. L'assemblée se tenait hors des murs de Kansala, sur une grande place aménagée par les jeunes gens de la province de Propana, organisés en groupe de travail. L'air était débroussaillé, la terre bien battue. Le Mansaba apparaissait. Il était suivi par les Nyancho qui formaient son escorte armée. Les Korings de la province vassale suivaient. Ils formaient la milice dévouée du roi. Celui-ci était en tenue de parade. Il portait un large manteau de couleur jaune, couleur de la guerre. Son cheval était richement paré. À sa selle pendaient des superbes mousquetons. Le Mansaba portait sur l'épaule droite un arc et sur l'épaule gauche un fusil aux garnitures d'argent. Il portait sur la tête un large chapeau inspiré sans doute des grands chapeaux à plumes du temps des mousquetaires en France. Le trône était dressé sous un grand arbre. Dès que le Mansaba prenait place, les tambours et djunjung rompaient le silence qui avait accompagné sa procession du palais à la place. Nyancho et Koring étaient superbement vêtus. Ils avaient des armes brillantes. Les jeunes pages défilaient à cheval et faisaient plusieurs fois le tour de la place au son des koras, balafons et djunjung, dominés par la voix perçante des griots. Le griot du Mansaba. Le griot du Mansaba, en qualité de maître de cérémonie, imposait le silence. Ses paroles étaient répercutées par d'autres griots pour que tout le monde entende. L'ordre du jour était immuable à cette assemblée générale. Après avoir souhaité la bienvenue à tous, le griot du roi passait la parole au doyen des Nyancho ou à son représentant si à cause de l'âge et de la maladie, le vénérable vieillard n'avait pu être présent. Celui-ci bénissait le Mansaba, il invoquait les Djalang et saluait la mémoire de Tiramagan, père fondateur, formulait des vœux pour que le Mansaba ait encore à présider plusieurs assemblées. Le griot donnait ensuite la parole à chacun des 12 Mansa et au Kanta Mansa du Gabou. Chaque Mansa devait prendre la parole, remercier les Djalang de la protection qu'ils accordaient au Gabou, formuler des vœux pour la santé du Mansaba. Ensuite, il donnait les informations sur sa province ou sa garnison, la situation politique, militaire. Il se félicitait de la paix qui régnait et se déclarait prêt à tout moment à entrer en campagne dès que l'Assemblée décidera une levée en masse. Il annonçait le nombre de soldats qui constituaient les forces de la province ou de la garnison. À ce point du discours, on entendait toujours le murmure flatteur de la foule et les grondements de djunjung quand un Mansa annonçait un nombre impressionnant de troupes.
À ce point du discours, on entendait toujours le murmure flatteur de la foule et les grondements de Junjun quand un Mansa annonçait un nombre impressionnant de troupes. Et chaque chef devait obligatoirement prendre la parole. L'Assemblée délibérait sur la campagne à entreprendre durant la saison sèche qui commençait. Chaque année, l'Assemblée votait les subsides pour la campagne contre les populations limitrophes du Gabou oriental, Tenda, Bassari, Konyagi, Badjaranke. Le nombre d'hommes à fournir était proportionnel à l'étendue et à la population de la province. Après la constitution de la troupe, le Mansaba nommait un Nyancho parmi ses proches comme général en chef. Les tam-tams et les koras saluaient l'élu du Mansaba. Il paraissait au milieu du cercle sur son cheval fringant et venait s'exprimer du sabre et montrer sa dextérité à manier le lonko, le long fusil des Nyancho. Commencé vers 16 heures, l'Assemblée générale se séparait tard dans la nuit, car on se donnait tout le temps d'écouter tout un chacun. Ainsi fonctionnait cette assemblée, expression achevée d'une démocratie militaire. Les marchands. Nous avons vu au chapitre 2 le vaste mouvement vers l'ouest déclenché par l'arrivée des Portugais sur nos côtes. Celle-ci était devenue le principal front de contact entre l'Afrique et le monde extérieur. Les axes commerciaux s'orientaient à présent de l'est, les rives du Niger vers l'ouest sur les côtes atlantiques. Les marchands malinqués et sarakolais, principalement depuis le XVIe siècle, dirigeaient les caravanes de produits soudanais sur la côte. Si jusqu'au commencement du XVIe siècle, l'or occupait le premier rang des exportations maliennes. Vers la fin de ce siècle, comme on le sait, l'esclave était devenu la principale marchandise demandée par les Européens. Les gros djoulas s'étaient mués en négriers, convoyant des centaines voire des milliers de captifs enchaînés pour les vendre aux Blancs. Le Gabou était devenu un état négrier et son territoire une zone de passage pour les caravanes se rendant soit en Gambie, soit dans les Rios. De nombreux villages de marchands sont nés le long des pistes qui mènent à la Gambie et aussi le long des fleuves. Ces villages de marchands étaient des Morokunda parce que les Malinqués et les Sarakolais de l'Est étaient tous musulmans. Cependant, dans tous les gros villages du Gabou, dans les chefs-lieux de province, vivaient des marchands en quartiers séparés. À Kansala, certains gros marchands travaillaient pour le compte du Mansaba, habitaient non loin du palais. Les Djoulas avaient des entrepôts sûrs dans les villages, où ils laissaient leurs malades et où ils avaient toutes les commodités nécessaires pour leur voyage et leur commerce. À la manière soudanaise, les Djoulas du Gabou formaient des sociétés familiales. Les parents dispersés entre les différents villages correspondaient par messagers. On stockait les produits, on les transportait par petites étapes jusqu'au port. De solides chaînes de solidarité liaient les clans Djoula les uns aux autres. La tradition rapporte qu'il y avait à Kansala et ailleurs dans le Gabou de riches marchands. On les appelait les Banna, Kosu en malinké. Certains Banna étaient capables de loger une caravane de 1000 esclaves, de défrayer le caravanier et son monde durant tout le mois que durait la traite, juin-juillet. En retour, le caravanier lui cédait un esclave sur 10 et en présent d'honneur, Bogna. 10 esclaves si la caravane comptait plus de 600 esclaves. Certains Djoulas installés dans les ports passaient contrat avec les commerçants blancs, s'engageant à fournir un nombre déterminé d'esclaves, de dents d'éléphant, de la cire, du riz. Les Banna étaient des gens de parole. Les Djoulas étaient libres d'aller où ils voulaient à travers le Gabou. En revanche, le souverain ou le chef local interdisait tout déplacement hors du comptoir aux traitants sous peine d'amende ou d'autres sanctions. Les plus gros villages de marchands se trouvaient dans le Kantor, le Djimara et le Djara, le long du fleuve Gambie, Soutoukou, Sonkunda, Bintang, le bâti des premiers voyageurs, Bansang, etc.
étaient les plus importants. C'est là qu'on rencontrait les Banna, les riches traitants noirs. Dans ces pays, note un navigateur, il y a beaucoup de lieux habités avec 5000 et 10 000 habitants et plus, et chaque lieu a un roi. De nombreux villages de ce pays sont entourés de fortes palissades avec des portes et des portiers, gardés comme chez nous, et personne ne peut entrer avant que le roi ne possède des informations sur qui il est. Mais les Gabonkés n'autorisaient pas les marchands à entourer leur ville de murailles. Elle restait ouverte en permanence aux agents du roi. Au XVIIIe siècle, on rencontrait des Djoula dans tous les villages du Gabou. Ils étaient particulièrement nombreux dans les villages du royaume et provinces gambiennes. Commerce local, l'empire du Djoula. Les Djoula assuraient le commerce local. Ils animaient les marchés hebdomadaires tenus alternativement dans les villages d'une province. Ce commerce local était entièrement aux mains des Djoula dans le Gabou. Cependant, ils étaient sérieusement concurrencés dans les villages côtiers par les gourmets ou lançados. Une famille Djoula installée dans un village avait pratiquement le monopole de la production commerciale des habitants. On lui portait la cire, les dents, les peaux et tout le produit recherché par les étrangers. Des liens privilégiés se tissaient entre le Djoula et ses voisins. Souvent, il prenait femme au village et entrait de ce fait dans le jeu des alliances. Quand il se rendait au comptoir, il ramenait toujours des cadeaux, non seulement à sa belle famille, mais aussi aux notables et aux amis. À l'un, il donnait du sel, à tel autre un collier de verroterie, un bol en cuir, à tel autre enfin un pagne de tissu importé. Il s'attachait ainsi une véritable clientèle. Ses magasins étaient toujours pleins, car toute l'année on lui portait quelque chose. On lui confiait des enfants à initier au commerce, il en faisait des garçons de course, des courtiers qui couraient les marchés, les hameaux et lui apportaient des produits et surtout des informations. Si c'était un marchand un peu aisé, il avait une maison qui comprenait une dizaine de cases et un troupeau d'ânes. Lui-même avait pour monture un cheval. Il devenait un notable du village. Les marchés hebdomadaires étaient l'occasion de rencontres entre paysans de villages voisins. On échangeait produit contre produit. Mais juste pour les besoins familiaux, le riz, le mil, l'huile de palme, le coton, le miel étaient les principaux produits d'échange. Les femmes venaient échanger des pagnes, du fil de coton, du verroterie aux étals des Djoula. Le marché était surtout un lieu de contact. Dans tout le Gabou, singulièrement le long de la Casamance, dans le Cacheu et le long du Rio Grande, les marchés étaient l'objet d'une organisation minutieuse. C'est une habitude dans cette région d'organiser une foire tous les 8 jours, laquelle, quand elle a lieu le mardi d'une semaine, la semaine suivante sera le mardi. Et ainsi, jour de la foire continue à reculer. Cette foire s'organise à 5 lieues du port de la mer, 20 km, et de cette foire au fleuve de Casamance. Il y a 7 lieues, 28 km par le fleuve de l'intérieur. À cette foire vont beaucoup de gens de 15-20 lieues alentour et une ordonnance du roi de cette région défend à qui que ce soit d'y entrer avec des armes. Si quelqu'un les y apporte, il les perd. Les agents du roi circulaient, vérifiaient les prix, prélevaient des taxes sur certaines marchandises, réglaient les différends entre les marchands. Aucun trouble fait n'y était toléré. Ce marché hebdomadaire de Cachou se tenait à la belle saison après les pluies de novembre à juin. L'affluence y était très grande. 7 à 8 000 personnes venues de diverses régions de Gabou s'y rencontraient, avec tous les objets de leur pays pour vendre et aussi les marchandises qui viennent de Portugal et aussi d'autres pays européens. Un ordre parfait régnait dans les marchés,
car par ordre du roi, à chaque marchandise, il y a une place réservée. Elle ne se mélange pas, excepté quand il y a du vin de Montpata, car ce vin se vend dans tous les coins du marché, aussi bien que le vin de miel. Les autres vins, cependant, se vendent en des lieux réservés. Au Gabou, le plaisir des nobles, Nyancho et Koring, était de faire un tour au marché. Ils se rassemblaient sous un arbre, causaient en buvant du vin. Là aussi s'échangeaient des informations sur le commerce, la guerre, la situation générale du pays. Les causeries au marché ou bien sous les bantams font partie des loisirs recherchés du manding en général. Souvent, la kora d'un griot joue en sourdine quand ce n'est pas celui-ci qui tient l'assemblée en haleine en débitant la geste de telle ou telle famille de Nyancho. Les gourmettes ou lançados. Dans les rios vivaient les gourmettes. Au XVIIIe siècle, ces métis et noirs portugais peuplaient tous les rios, formant une nouvelle classe socio-professionnelle de commerçants et de courtiers affidés des traitants. André Bru les rencontre partout sur son chemin, de Bintang en Gambie jusqu'à Cachou et Bissau en passant par Ziguinchor et Guinguin. Il écrit: il y a quantité de Portugais établis des deux côtés de cette rivière. Je ne puis comprendre quel attrait les y retient, car ils y mènent la vie du monde la plus oisive et la plus ennuyante. Ils passent toute la journée assis sur des nattes dans le vestibule de leur case, en chemise et en caleçon, à fumer et à causer. Ils se promènent rarement, ne savent ou ne pratiquent aucun exercice. Et quand ils ont mangé des colas, ils boivent avec délice de l'eau fraîche que l'amertume de ces fruits leur fait trouver excellente. Ainsi mêlés aux populations et partageant leurs habitudes, les gourmettes ne tardèrent pas à former une société intermédiaire. La langue portugaise combinée aux langues locales donna un créole qui se répandit le long de tous les rios où l'on pratiquait la traite. Les lançados avaient pour rivaux les djula. Ces derniers ne tardèrent pas à parler portugais, anglais ou français. Ils étaient des interprètes ou des intermédiaires toujours acquis à la cause des Blancs. André Bui, directeur de la compagnie française, visita la Casamance, le Rio Cachou, en quête de lieux où installer des comptoirs. Il raconte la vie misérable des Portugais et de leurs agents. Il a vu des mulâtres dont la plupart sont si noirs qu'il faut avoir une grande connaissance des couleurs et de leurs différentes teintes pour les distinguer des nègres les plus noirs. Il note que les blanches ne sortent jamais, pas même pour aller à la messe, car les gens distingués ont des chapelles chez eux et y font venir les prêtres. Les mulâtresses et négresses portugaises sortent le jour mais enveloppées de manière qu'on ne peut voir que le bout de leurs pieds et un de leurs yeux. Il ne faut jamais demander des nouvelles de l'épouse. Le mari peut devenir violent et cela peut se terminer par un duel à mort. Bru s'étonne aussi du dénuement dans lequel vivent ces gourmettes. Ils mangent mal, n'ont ni volaille, ni mouton, ni cochon. Au milieu des marécages où pullulent des millions de moustiques et maringouins qu'il n'en faudrait pour désespérer tout le genre humain. Poursuit Bru avec ironie, c'est dans ces lieux charmants que sont enfermés 10 ou 12 misérables exilés, avec 2 ou 3 pièces de canon pour empêcher, quand on le veut bien, le commerce aux Européens qui ne sont point de leur nation. Il faut le dire, c'était pour la plupart des condamnés des gens peu recommandables que les rois du Portugal chargés de représenter leur nation. Le monde rural. Bien que le Gabou Mansaba tire l'essentiel de ses revenus de la traite négrière, l'agriculture occupait de loin la première place dans la vie des Gabounkés.
le Gabunké était un soldat paysan. Il faut rappeler que la nombreuse suite de Tiramagan était constituée de paysans à la recherche de bonnes terres. Leur veau avait été largement comblé en arrivant au Gabou. Le pays situé entre la Gambie et le Koliba était arrosé par de nombreux cours d'eau coulant d'est en ouest et se jetant dans l'océan Atlantique. La Gambie n'était pas seulement un fleuve navigable, mais aussi un fleuve nourricier aux rives plantureuses. Elle développait ses méandres dans une plaine basse que ses crues inondaient et fertilisaient. La Casamance, le Rio Cachou, le Rio Guéba, de direction nord-est-sud-ouest, coulaient dans un pays plat et en période crue, les eaux s'étalaient dans les campagnes. Le relief au Gabou est d'une grande monotonie. Nulle part l'altitude ne dépasse 100 mètres. Les plateaux extrêmement bas sont formés de grès argileux, recouverts par les alluvions déposées par les nombreux cours d'eau qui forment un réseau compliqué de marigots, qui constituent des couloirs de pénétration à travers de véritables îlots de terre bien drainés, ceinturés de dépressions basses et humides, où s'insinue la mangrove. La Haute-Gambie, la Haute-Casamance, de climat soudanien, des Malinké qui y rencontrèrent la même faune et la même flore qu'au Manding natal. La végétation se fait plus dense à mesure qu'on avance vers la côte où domine le palétuvier aux estuaires. Les agriculteurs Baïnouk, Manjak, Balanta et Djola, plusieurs siècles avant l'arrivée des Malinké, avaient acclimaté la riziculture dans ces terres gorgées d'eau. L'activité agricole était pratiquée par tous les Gabunké. Un voyageur du XVIIIe siècle écrit: les Mandingues, généralement parlant, sont laborieux. Leurs terres sont bien cultivées. On trouve chez eux en abondance tout ce qui est nécessaire à la vie: les bœufs, les moutons, les cabris, les volailles de toute espèce. Il n'y a que le cochon qu'on n'y trouve pas, parce que leur loi leur défend de manger et ils en feraient un commerce avantageux car le pays est très propre pour les animaux. Le riz et le mil étaient la base de l'alimentation du Gabunké. Déjà au XVIe siècle, Valentin Fernandez notait: leur nourriture est comme celle des Gilofas, c'est-à-dire Wolof, sauf qu'ils prennent davantage de riz et ils en ont tant qu'ils l'emportent pour le vendre et pour échanger, et aussi du vin et de l'huile et de la viande et autres aliments. Car cette terre de Mandinga, il s'agit du Gabou, est très pourvue en aliments comme le riz et le mil. Les régions côtières, domaines des Baïno, Kassanka, Manjak et Balanta, étaient aussi riches. Le même auteur parlant de la Casamance écrit: cette terre est riche en vivres, à savoir riz, mil et haricots, vaches et chèvres, poules et chapons, et de nombreux vins, et encore bien d'autres produits alimentaires. Il ajoute: les hommes de ce pays et aussi les femmes sont bien portants et de visage agréable. La production était orientée essentiellement vers l'autoconsommation. Cependant, le riz, le mil, le coton étaient objets d'un trafic intense. En effet, les caravaniers conducteurs de troupeaux d'esclaves vers la côte s'en retournaient au Soudan avec du sel, du riz, du mil et de l'huile de palme. Les traitants blancs aussi achetaient du riz, stockés et assuraient des réserves qu'ils revendaient aux caravanes ou aux populations à certaines époques de l'année. Il n'y avait pratiquement pas de problème de terre. La coutume garantissait la terre à tous. Les terres non défrichées étaient abondantes. Les collectivités villageoises étaient propriétaires du sol. La terre était un bien inaliénable. À l'abondance de la production agricole, il faut ajouter des produits de la cueillette et de la chasse. Celle-ci constituait un complément appréciable car la faune et la flore étaient alors plus riches que de nos jours. On récoltait du vin de palme, de l'huile de palme en abondance, surtout dans la région côtière. Le miel,
très abondant était l'objet d'un commerce très important. On vendait aux traitants la cire. La demande était si forte que l'apiculture connut un réel essor à partir du XVIIe siècle. Les Diola, les Flouk étaient de gros producteurs de cire. La chasse a toujours été en faveur chez les Malinké, sport autant qu'art et science. Elle était très pratiquée par les Nyancho à leur moment de loisir. L'essentiel de l'alimentation carnée des ruraux provenait de la chasse. Les bœufs, les moutons, les chèvres étaient sacrifiés non pour la boucherie, mais pour des besoins du culte. De même les poulets. Mais on tuait le chapon pour l'hôte de marque. Chaque année, à la même période, février-mars, de grands battues étaient organisés soit par village, soit par groupe de villages. On allumait de grands feux de brousse et on donnait la chasse aux antilopes, biches, lièvres, buffles, etc. La viande était fumée ou séchée et conservée. Tout paysan gabonais était en même temps un chasseur. Il n'allait jamais au champ sans son arc et ses flèches. Il ne rentrait presque jamais bredouille et rapportait au moins le petit gibier, pintades, lièvres et autres animaux qu'il capturait au piège. L'école de brousse du jeune Soninké consistait en partie de chasse organisées en bandes d'enfants du même âge. Ils fabriquaient eux-mêmes leurs arcs et leurs flèches et patrouillaient aux abords du village et les champs proches de celui-ci. Tous les voyageurs et résidents ont été frappés par l'abondance du gibier. Il y a beaucoup d'éléphants dans le Mandinga, Gabou, et pour cela, il y a des grands chasseurs qui les tuent avec des harpons placés sur un bois de lance qu'ils jettent. Il y a beaucoup de buffles et ils sont sauvages. La chasse à l'éléphant était épisodique. Mais du jour où les Blancs s'avisèrent de demander des dents d'éléphant, des mandingues et plus tard des peuls se spécialisèrent dans cette activité. La chasse à l'éléphant rapporte et la viande et les défenses. Il y eut de véritables hécatombes. Le résultat est là. 3 siècles de traite ont entraîné la disparition de l'éléphant et également du buffle de nos campagnes. Les Béafada et les Kokolis étaient d'habitude ivoiristes. Les Européens leur passaient d'importantes commandes. Leurs salières, cuillères et autres objets étaient particulièrement recherchés. L'artisanat. Comme l'agriculture, l'artisanat tendait d'abord à satisfaire les besoins locaux, besoins d'une population rurale fruste. Les castes de métiers ont été introduites par les Malinké et les Sarakolais. Les autochtones, Djoula, Baïnouk et Mandjak, ignoraient la division du travail par caste. Des corps de forgerons et cordonniers attachés à la cour travaillaient au service du roi pour fournir l'armée en armes et en sel. Ils étaient logés non loin du palais. Le Mansaba leur assurait la gîte et le couvert. Les forges royales de Kansala fabriquaient des fusils, les réparaient et fabriquaient aussi des instruments aratoires qu'elles livraient aux esclaves de la couronne affectés aux travaux des champs. La nombreuse cavalerie de Kansala nécessitait l'existence d'une caste de cordonniers attachés à la couronne. La cour de Kansala a attiré de nombreux artisans venant du pays des Sarakolais et du Manding. Si les peaux étaient communes, Kansala devait importer du fer. Ils n'ont pas de fer, sauf ceux qui viennent du haut de la rivière de Gambé, apportent du fer et par ces marchands s'approvisionne la plus grande partie du Jolof, note un navigateur du XVIe siècle. Le fer était exploité dans le Bambouk et la Haute-Falémé. Il coûtait extrêmement cher lorsqu'il était vendu dans le Gabou. On sait que le roi de Nyomi se faisait payer en barres de fer, d'où son nom de roi de barres. Le tissage était très à l'honneur au Gabou. Ce sont les Malinké qui y introduisirent le coton. Avant eux, les autochtones confectionnaient des habits de peau et de fibres. Les Mandjaks se révélèrent d'excellents tisserands. Valentin Fernandez note au début du XVIe siècle.
Les habitants de ce pays sont communément toujours tisserands et font des pagnes de très nombreuses façons. Et là, les chrétiens viennent échanger leur coton pour des tissus. En définitive, l'artisanat gabonais n'a pas connu l'essor que provoque une civilisation urbaine et une cour raffinée. À sa période d'apogée, l'aristocratie gabonaise consommait les produits de luxe européens. Les artisans locaux ne profitèrent guère du contact avec l'océan car le déclin fut très rapide. Habitat et mode de vie. La civilisation gabonaise fut et resta une civilisation essentiellement rurale. Le genre de vie des populations était des plus simples. Le luxe de la cour du Mansaba Biram Mansaté fut de courte durée. Ainsi, le Gabou se caractérise par l'absence de grandes métropoles de villes marchandes à la manière de Gao, Tombouctou et Djéné. Les cases rondes au centre du Gabou, quadrangulaires sur la côte, étaient recouvertes de chaumes et meublées très sommairement. La description du village de Kassang sur la Gambie par Donella est comme d'hier. Le village est petit, de forme ronde. Les maisons sont rondes en briques crues, blanchi avec une argile blanche, le kaolin, qui ressemble à de la chaux. Mais il poursuit et ce détail est intéressant. Il en est quelques-unes comme celle du duc ou Sandégil, Santigui, qui ont un étage, souligné par nous. Et la plupart ont des banquettes à l'intérieur en briques crues pour s'asseoir. Leurs serrures et leurs clés de boîte furent les premières que j'ai vues. En définitive, nous avons affaire à une civilisation essentiellement rurale. Les besoins des hommes sont sommaires. Les cases à étages de Kassang constituent une exception. On ne note aucune recherche dans l'habillement ni dans la préparation de la nourriture. Cependant, d'une manière générale, la nourriture est saine et abondante. La cour aurait pu être un centre de rayonnement culturel. Malheureusement, trop dépendante de la traite, elle a sombré dès que le Mansaba a manqué de moyens pour satisfaire les besoins créés par le contact avec les Européens. Fin du chapitre 7. On se voit à l'épisode suivant qui aura pour titre chapitre 8, la religion animiste du Gabou. Merci d'avoir écouté. Manjam musu yana manu kisibi kroto Atelia ki kabu fanang Atel nara ke Gambia fanang Atel malum yusrib kili way dunia